La partie potager, elle représente 35 mètres carrés. En fait, il y a très précisément, il y a 25 mètres carrés là, de potager. Il y a la serre qui fait 5 mètres carrés. En fait, la serre et la mare, ce sont deux éléments structurants du jardin que j'ai toujours souhaité, mais je voulais absolument attendre de bien connaître le terrain pour les positionner correctement au bon endroit exact. Donc déjà, ça c'est deux éléments nouveaux qui sont apparus depuis 2014. Depuis 2014, qu'est-ce qui a changé? On a encore un peu rogné sur la terrasse, tu vois, on a découpé les abords de la terrasse, le pourtour, etc. Pour cultiver. Le sol s'est largement amélioré quand même, hein. Moi je le constate d'année en année, le sol avec le paillage permanent quand même c'est autre chose que ce que c'était à notre arrivée. Tout s'est un petit peu optimisé, quoi. Si c'était à refaire, je ne mettrais pas du sureau pour le coup ici. Tu vas me demander pourquoi, mais parce qu'en fait il est trop vigoureux par rapport aux autres essences. Et je suis obligé de le tailler en permanence, il étouffe les autres. Et donc je l'ai planté trop serré par rapport aux autres, la haie étant toute petite. Et puis rapidement il monte en hauteur et il me fait beaucoup trop d'ombre sur le potager. Donc en fait il est trop vigoureux pour cet espace-là. Après c'est pas grave, je m'en sers de paillage. Par contre ça ne me fait pas de fruits. Je le broie, je le mets directement au sol. Mais le troène n'était pas productif en tant que tel, il me faisait juste de la biomasse. Et puis il dérangeait la voisine, parce qu'il faisait de l'ombre, ce que je comprends complètement. Voilà, j'ai coupé le troène. L'autonomie alimentaire, à la rigueur, elle n'est pas à chercher juste à l'échelle de son jardin individuel. Là, je le fais pour l'exemple, mais sinon, intellectuellement, je pense que l'autonomie strictement individuelle, elle n'a pas de sens. C'est plus l'autonomie alimentaire à l'échelle, je sais pas, d'une rue, d'un quartier qui est pertinente. Tu vois, moi, ça me choque pas du tout que je fasse pas de fraises si ma voisine fait plein de fraises. Elle me donne des fraises, je lui donne des tomates, peu importe. Oui, il faut relocaliser. Après, c'est pas forcément la solution que chacun dans son propre jardin fasse tous les légumes et tous ses fruits. Les pommiers et les poiriers, j'en ai quelques-uns parce que ça peut être soit en palissé, soit en quenouille. Mais par exemple, j'ai pas de cerisier. Mais si je mets un cerisier là, j'ai tellement d'ombre que ça me mange trop de lumière. Donc je peux pas mettre de cerisier. À côté de ça, j'ai un voisin qui a un cerisier, il y a des échanges possibles. C'est à une échelle plus importante qu'on doit pouvoir arriver à atteindre l'autonomie. Le jardin n'est pas très haut. Vous seriez venu il y a un mois en fait, c'était un peu la jungle parce qu'il y avait tous les pois, tous les fèves qui avaient poussé jusqu'à cette hauteur-là. On passait plus là, tu vois. Et puis tout d'un coup là, en quelques jours, tu récoltes tout dégage et tu te retrouves au mois de début juillet avec un jardin quasiment vide, quoi. Tu repars avec des nouvelles cultures. Et donc là, voilà, ça commence tout juste à reprendre, mais c'est pas très visuel encore, tu vois, il n'y a pas beaucoup de choses qui grimpent, etc. Tu reviens dans un mois, là, août-septembre, alors là, les courges, il y en a partout sur le toit, les haricots ont grimpé jusqu'en haut, du treillage. Une courge qui pousse au sol et que du jour au lendemain, tu la prends, tu la suspends, tu la casses. Hein. Mais si depuis le début elle pousse comme ça en l'air, elle se renforce. Il n'y a pas beaucoup de vrais légumes vraiment grimpants. Sauf les courges, les concombres et les haricots. Tu vois. Après, c'est plus toi qui vas les guider pour que ça grimpe. Une courge, elle grimpe pas tout seule a priori. Hein. Globalement, tu les mets au potager, elle s'étale à plat. Donc là, je la force à grimper, tu vois, je l'attache. Après, là-bas, dans la pergolage, là, je lui enroule ses bras voilà, pour qu'elle ne me prenne pas de place au sol. Tu vois que finalement, ici, il y a quand même, il doit y avoir une dizaine de pieds de courges différents dans le jardin. Il n'y a aucun qui pousse au sol. Hein. Tu vois, là-bas, c'est sur le toit du bâtiment, sur le toit là-bas, au-dessus du compost. Et finalement, au sol, ça prend quasiment zéro place. Hein. Là, ça, tu vois, il a été planté au pied des pieds de tomates. Ça dérange absolument pas les pieds de tomates. Au contraire, ça fait de l'ombre à la botte de paille qui garde l'humidité. Voilà. Donc là, on est vraiment dans une culture qui m'est indispensable parce que la courge en hiver, c'est quand même un légume de base. En termes de conservation, c'est génial. Et qui ne prend pas de place. Ça fait des belles feuilles qui couvrent bien le sol, qui font de l'ombrage. Quoi. Et puis c'est pas une culture compliquée en plus, donc voilà. Là elles sont un petit peu défoncées parce qu'on a pris la grêle la semaine dernière, donc il y a eu quelques dégâts quand même sur le jardin, mais sinon c'est pas une culture difficile la courge. J'ai pas mal travaillé cette année sur le resserrage des rangs, tu vois. Vraiment resserrer au maximum les rangs de légumes, planter très très serré, naturellement trop serré, mais dès que les légumes commencent à avoir une taille consommable, tu les éclaircis et voilà. Donc tu manges les petits légumes d'abord pour laisser la place aux autres. Comme j'ai essayé de planter des patates au milieu des rangs, en me disant par exemple j'ai semé des fèves en rang serré comme je le fais chaque année, mais sans élargir les rangs, de mettre des patates au milieu. Évidemment les patates elles se plaisent pas, hein. Au milieu des fèves elles sont étouffées, elles manquent de lumière, bon. Mais j'ai fait ça en me disant de toute façon soit je fais que des fèves et je n'aurai que des fèves,
soit je fais des fèves et des patates, et toutes les patates que j'aurai, même en faible quantité, ça sera que du bonus. La somme des deux sera meilleure que l'un ou l'autre. Et au final, j'ai eu une bonne récolte de fèves, comme j'aurais eu de toute manière sans y mettre des patates. Et sur mon rang de fèves, j'ai eu, je crois, 600 grammes de patates. C'est pas beaucoup par rapport aux 5 patates que j'avais plantées, mais c'est mieux que rien. Et donc finalement, en travaillant de cette manière-là, en se disant oui, la culture ne se développera pas à son optimum, mais de toute manière c'est une production bonus. J'ai pas constaté que la patate ait fait concurrence à la fève, parce que le risque ça aurait pu être que la culture première se développe moins en raison de la concurrence potentielle de la patate. En fait, le voisin a un jardin très bas. De ce fait-là, ça leur fait un jardin qui est complètement à l'ombre tout le temps. Donc oui, j'ai fait un ado, mais un ado de 40 cm de hauteur. J'ai pas fait 1 mètre. On voit, ça fait une légère butte en fait, que j'ai retenue par les rondins là. C'était à la fois dans un objectif de capter la chaleur, c'est le rôle de l'ado, on est d'accord, que dans un objectif de masquer le mur, qui était pas beau ici. Mais on est orienté sud là, ici. Et donc en fait, ce mur-là, ne reçoit le soleil que le matin. À partir de midi, il est plus au soleil, tu vois. Là, il est à l'ombre. Oui, il y a de la diversité. Moi, ma liste de légumes, elle fait peut-être 150 entrées. Voilà. Et après, chaque année, tout n'est pas forcément planté chaque année. C'est-à-dire que y a aussi je tourne, j'ai des grands classiques que j'adore et donc que je remets chaque année. Et puis chaque année, je tourne aussi, je teste de nouvelles variétés. Et puis je note, je mets des couleurs, si elle me plaît, dans le sens si elle était bonne gustativement, si elle répondait à mes attentes, si elle a bien poussé ici, elle a une couleur verte. Et donc potentiellement je la refais l'année suivante. Et sinon elle est rouge. Et j'arrête la culture. À y réfléchir bien, tout le monde pense optimisation de l'espace, culture verticale. Mais finalement, pas tant que ça. Oui, les courges grimpent, ok. Les haricots, on choisit préférentiellement des variétés à rames, ok. Encore que, pas que, parce que ça fait tellement d'ombre derrière la rame que c'est pas si évident que ça qu'il faille choisir la variété à rame. Mais bon. Mais c'est pas à mon avis la clé qui permet d'optimiser l'espace. C'en est une, mais c'est loin d'être la seule. On parlait de soins tout à l'heure, ça pour moi c'est la clé principale. La clé principale, le soin. La présence au potager tout le temps. Et la connaissance. D'un côté, t'entends dans le monde des permaculteurs des gens qui te disent l'objectif c'est d'intervenir le moins possible. C'est-à-dire que je surveille beaucoup, mais j'interviens le moins possible dans le sens où mon sol, je ne vais pas le flinguer en le retournant. Les tailles, je ne les fais que si nécessaire. Tu vois, je ne vais pas tailler mes petites tomates en enlevant tout ce qui dépasse, etc. C'est beaucoup de temps passé à analyser ce qui se passe sur ton végétal, quel est le ravageur, comment je vais contrer son attaque. Mais finalement, c'est pas beaucoup de temps passé avec ton outil à la main. Il n'y a pas photo, c'est du temps. Ramener au mètre carré, je ne sais pas combien de temps je passe ici pour vraiment arriver à ce résultat-là, mais c'est énorme. Ouais, 10 heures par semaine en été, mais il n'y a pas beaucoup de mètres carrés, tu vois. Mais c'est le petit soin qui va faire que un rang de haricots, si tu le soignes vraiment intensément, tu auras quasiment 100% de tes pieds de haricots qui vont produire. Si tu le laisses comme ça pendant des mois, ça va produire, mais tu vas peut-être avoir une perte de 1/3 qui va soit se faire manger, soit qui va pas réussir à s'agripper au treillage et puis qui va tomber au sol. Donc tu vois, encore ce matin, j'étais là juste à prendre mon haricot, à l'accrocher, à l'enrouler, à l'aider au démarrage. Voilà, mais ça c'est quasiment, je le fais haricot par haricot. Si tu surveilles pas, ils trouvent pas le tuteur, ils vont au sol et puis tu les retrouves pas. Mais c'est tous ces petits détails, c'est le tour du jardin quotidien qui fait que tu vas avoir un œil vigilant sur sur tes cultures. Et donc il faut surveiller une fois la semaine si tu n'as pas des œufs de pierre. J'en ai écrasé pas mal hier sur ces choux-là. Et si tu le fais pas, tu perds un chou sur deux, quoi. Quand je disais tout à l'heure, c'est aussi de la connaissance, c'est que ça, c'est grandement similaire à un œuf de coccinelle. Et donc, comment faire la distinction si tu ne le sais pas? En écrasant, tu peux te tromper et écraser un œuf de coccinelle, ce qui est dommage. C'est un auxiliaire si précieux. Et donc, voilà, c'est aussi cette connaissance qui va faire que tu vas bien agir. Et ça, c'est déterminant, quoi. J'ai une problématique d'ombre l'hiver. C'est-à-dire que l'hiver, le soleil il est derrière la maison là, et le potager il est à l'ombre 2 mois de l'année. Mais j'ai beau être au sud, le soleil est trop bas. Le potager est entièrement à l'ombre décembre et janvier. Il n'y a pas du tout de soleil. Donc ça c'est vraiment problématique parce que la terre elle se refroidit énormément. Et même dans la serre, tu vois, parce que comme le terrain est en pente descendante, j'ai du soleil sur la terrasse, mais je ne l'ai pas ici. Oui, je pense qu'il y a vraiment à travailler sur les cultures d'hiver, parce que si tu veux passer l'hiver juste avec tes courges stockées et tes quelques légumes racines en terre, c'est pas évident. Donc il y a à travailler beaucoup sur les choux que tu vas pouvoir récolter en hiver, des variétés de choux qui tolèrent le froid, etc. Et donc dans la serre, j'avais des salades d'hiver, j'avais des petites carottes. Ouais, mais alors ça c'est des navets radis carottes, ça c'est des cultures que je sème avant l'hiver, mais qui vont passer l'hiver au stade
de plantules donc que tu ne mangeras pas durant l'hiver, qui vont attendre le printemps suivant, les premières chaleurs pour repartir. Par contre, quand elles vont repartir avec beaucoup de vigueur par rapport aux semis que tu pourrais faire en mars par exemple. Et donc en gros, tu vas avoir un mois d'avance, voire un mois et demi d'avance sur les récoltes de carottes que tu auras semées avant l'hiver. J'ai bien réussi les verdures asiatiques, on en a eu des tonnes. Il en existe beaucoup, j'ai pas tout testé évidemment, mais et puis des choux d'hiver effectivement. Et puis qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans la serre, de la petite betterave, pas pour avoir le bulbe, parce qu'en hiver le bulbe il grossit pas, mais tu as de la petite feuille que tu manges en mesclin. Je me suis dit, moi la botte sur le toit, je peux pas aller l'arroser tous les jours, donc je vais lui faire une réserve d'eau. Sauf que ça ne marche pas très bien. Là la réserve d'eau elle est pleine, donc la botte elle baigne au fond. Et ça n'empêche pas la courge, quand il fait très chaud, de faire la gueule, parce que déjà la courge, elle n'a pas la capacité comme la tomate à aller chercher l'eau en profondeur. Donc elle développe des racines en surface. Celles qui se développent trop profondément, de toute façon, elles crèvent parce qu'elles sont asphyxiées, parce que ça baigne dans l'eau. Finalement, elle n'a pas de racines directement dans l'eau, sauf que contrairement à la terre où l'eau du fond remonte par capillarité, et ben dans la botte, elle ne remonte pas par capillarité. Donc le dessus de la botte, il est archi sec, et le dessous, il est gorgé d'eau. Et moi, quand j'arrose mes bottes de paille à la base, il n'y a pas les légumes dedans. Là, je ne me casse pas la tête à diluer ni rien. J'apporte l'urine quotidienne, j'arrose, peu importe le sens. Il faut que la botte reste humide et que tu apportes la quantité d'urine nécessaire. Après, j'ai eu des bons résultats l'an dernier sur bottes de paille. Là, c'est encore le cas, par exemple, sur celle-ci, tu vois. Les tomates poussent bien, la courge pousse bien, elle est dans la botte de paille. Mais c'est une technique que je maîtrise encore pas du tout. Parce que celle-ci, par exemple, on est sur des apports d'urine équivalents à ce qu'il y a là-bas, et je ne sais pas pourquoi ça ne pousse pas. Il faudra des années pour réussir à tirer des conclusions, parce que est-ce que c'est la variété de tomates qui ne marche pas? Est-ce que c'est le fait que la botte soit exposée d'une manière un peu différente? Là-bas, elle est à l'ombre, elle garde l'humidité, là, elle se dessèche plus vite. Est-ce que... Enfin, j'en sais rien. C'est une botte dans laquelle j'ai fait un essai de patates aussi, tu vois. Je pense que la culture sur botte de paille... ça mérite encore d'être bien testé pour tirer des conclusions. J'avais testé différentes choses. J'avais testé l'apport d'urine comme engrais et j'avais testé l'apport d'engrais organique. Donc les granulés du commerce. Alors c'était pas du sang séché en l'occurrence, c'était un mélange d'algues, mais c'était pas strictement le sang séché. J'avais eu des résultats tout à fait comparables avec l'urine. Maintenant, voilà, il y a encore des résultats que je n'explique pas. Tu vois, là, pour moi, cette expérience, je l'avais déjà faite l'an dernier, ça avait très bien marché. Et là, cette année, elle ne marche pas. Pourquoi? Je n'en sais rien. L'an dernier, j'ai soupçonné que les racines des tomates sortent de la botte de paille et aillent dans la terre. Et donc, naturellement, ça aurait faussé les résultats. Cette année, tu vois, j'ai mis un plastique sous toutes les bottes de paille. Mais à voir la différence entre les deux, entre celle-ci qui est posée sur le dur et celle-ci qui est là-bas, qui est posée sur la terre, ça me laisse quand même le doute sur est-ce que mon plastique il est efficace, quoi, tu vois. Je soupçonne peut-être aussi les pluies de printemps. Je pense que ça a lessivé ma botte. Et que l'azote que j'ai apporté, tout s'est barré. Et donc, voilà, les tomates ont des feuilles jaunes, etc. Mais tu vois, ça peut être tellement de choses différentes qu'avant de tirer les conclusions de tout ça, il va falloir quelques années d'expérimentation. D'ailleurs ici, regarde, il n'y a pas de butte sauf là. Ça, elle est plus ronde. J'ai cassé le côté arrondi. Honnêtement, je vois pas de différence parce que le sol est très sableux ici. La butte, elle a tendance à s'assécher plus vite qu'à côté. Regarde, tu vois, les choux, ils sont pas plus développés que ce qu'il y a là. Donc honnêtement, j'ai pas constaté de meilleur enracinement, ni de rétention supplémentaire d'eau. Là, et encore, là, c'est pas l'endroit le plus sable du jardin, parce que la terre a été un peu mélangée à un peu d'argile, un peu de limon. Mais sinon, tu vois, là, j'ai arrosé, j'ai mis donc 2 arrosoirs, donc 50 litres d'eau, juste là, hier soir. Mais sinon, c'est une terre qui est extrêmement compliquée en termes de rétention d'eau, quoi. Ah bah moi, j'adorerais avoir de l'argile dans ma terre. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas fait d'autres buts. Après, la permaculture, tu l'adaptes à un contexte. Voilà, je passe du temps aussi à rédiger. Le soir, je rentre, je note ce que j'ai fait dans la journée, ce que j'ai vu. Ça peut être au jardin, mais ça peut être juste, je sais pas, les martinets sont arrivés, ou la mésange bleue a commencé à faire des allers-retours vers le nichoir. Ça donne aussi conscience de la saisonnalité, ça donne des repères. Ça évolue toujours le jardin. Il y a cette notion d'évolutivité dans la permaculture qui est super importante. Tu vois, je pense que jamais j'arriverai à dire un jour, ce jardin, il est tip-top, il ne bougera plus. Ton sol va évoluer, le climat risque d'évoluer, le jardin évoluera de toute manière. Donc oui, il est certainement plus efficient que ce qu'il n'était il y a 5 ans, mais il sera certainement encore meilleur dans quelques années. Et là, dans mon cahier, j'ai une page entière de choses que je me note à faire l'année prochaine pour encore optimiser les choses. Après, non, je vois pas. De toute façon, le jardin,
c'est du plaisir quotidien. C'est dès le matin, je me réveille, moi je pense déjà jardin. Je prends mon bol de thé dans le jardin et je fais mon petit tour. Et là, j'adore cette heure-là. Tu fais ton tour, le jardin se réveille comme toi, c'est génial. Et puis le soir, tu refais la même chose avant d'aller te coucher. Voir la nuit pour aller chercher les escargots à 1h du matin avec un lampe frontale, j'adore. Le jardin, il est génial à cette heure-ci. T'as plus un bruit, t'as des animaux que tu vois jamais en journée. Et puis c'est une ambiance qui est particulière, tu vois.